Aujourd'hui, Petit meurtre entre riches nous réserve bien des surprises. Drogue, chirurgie esthétique, mensonges. C'était de l'argent facile rapidement gagné. Et un corps dans une valise. Jamais je n'achèterai une maison où on a caché un corps. Ensuite, une famille méritante ayant réussi à bâtir une fortune dans un nouveau pays Ils ont saisi une opportunité et la chance d'un nouveau départ. finira massacrée sur l'autel de la cupidité. 3 personnes ont été assassinées. Y a quelqu'un? J'ai vu du sang partout. Le sol était plein de sang. Je m'appelle Christopher Mason. Dans le monde des riches, la beauté physique peut vous conduire à la réussite, mais elle peut également être trompeuse. Il arrive que la beauté tue. Méfiez-vous du sourire du tueur. Va-t'en! Si la crise financière augmente la dette des États-Unis, elle n'a aucun effet sur les bonus des banquiers et les implants mammaires qui, eux, continuent de prospérer. On a une nouvelle technologie qui permet d'améliorer à la fois le physique des gens et la perception qu'ils sont d'eux-mêmes. En 2011, 10 milliards de dollars ont été dépensés en chirurgie esthétique aux États-Unis. Les Américains veulent être beaux et ils sont prêts à en payer le prix. Cependant, la plupart ne s'attendent pas à ce que cela leur coûte la vie. Elle fait une réaction, elle est en état de choc. New York. Si vous voulez réussir dans cette ville, il vaut mieux avoir un physique agréable comme Dean Faiello. Dean était un très bel homme. Il attirait l'attention partout où il allait. Au milieu des années 1980, le rêve de Dean était d'entrer dans le classement des 500 homosexuels les plus beaux des États-Unis. Son plan n'a qu'un seul défaut. Tout ce qu'il sait faire, c'est fabriquer du béton. Il a commencé à travailler dans le bâtiment après avoir abandonné la fac. Il se plaignait de travailler autant pour gagner aussi peu d'argent. Dean décide d'échanger son marteau contre un laser et suit une formation pour devenir électrolyste. Dans le monde de la beauté, il gagnait plus d'argent en travaillant moins et en dépensant moins d'énergie. À la fin des années 1990, Dean travaille dans une clinique de Soho, soi-disant fréquentée par Madonna et Drew Barrymore. Bien, je vais le faire une fois. Puis il lance son propre centre laser, Skinovation. À croire que tout était à la portée de son laser. Bon, vous allez ressentir un léger picotement, d'accord? Il retirait les tatouages, les marques de naissance, les excroissances sur la peau. Roy Geronimus est dermatologue à Manhattan. Il se souvient d'avoir entendu le nom de Dean Faiello pour la première fois à la fin des années 1990. Il se faisait passer pour un expert, pour quelqu'un qui pouvait obtenir de très bons résultats avec la technologie disponible à ce moment-là. C'est une procédure simple et très rapide. Oui. Il avait l'air d'un type sympa. Je comprends pourquoi les gens l'aimaient bien. Ancien inspecteur à la retraite, Brian Ford attribue la réussite de Dean Faiello à son charme. Il travaillait dans les bureaux d'un docteur dans le quartier du Gramercy Park. C'était un très bel immeuble et d'après ce que j'ai compris, l'équipement dont il se servait valait dans les 100 000 $. De l'autre côté de la ville, une jeune femme montre autant de détermination à réussir que Dean Faiello. En 1992, Maria Cruz quitte les Philippines pour s'installer à New York et faire ses preuves. Maria Cruz était une fille ordinaire qui n'aspirait qu'à une chose, faire de son rêve une réalité. Si Dean Faiello se sert de son charme pour réussir, Maria gravit les échelons en travaillant dur. En 1998, elle termine son MBA et prévoit de faire carrière dans la finance. Maria incarne le rêve américain. Une immigrée qui arrive dans ce pays travaille dur, gagne bien sa vie, trouve le bonheur et s'épanouit.
Et c'est probablement ce qui lui serait arrivé si elle n'avait pas rencontré Dean Faiello. Mais pour l'instant, Maria n'a pas encore croisé le chemin de Dean. Notre ancien ouvrier du bâtiment est très occupé avec son centre laser, où il a recruté une réceptionniste à l'accent français. Les affaires marchent bien. Lorsqu'il ne travaille pas, Dean se détend dans la belle demeure qu'il a achetée à Newark, une maison qui appartenait à la célèbre chanteuse d'opéra Maria Geritza. C'était un quartier de Newark qui s'embourgeoisait avec de grandes et vieilles demeures qui avaient autrefois appartenu à des gens particulièrement riches. Madame Geritza était une chanteuse d'opéra très célèbre en son temps, à la fois aux États-Unis et en Europe. Je vous laisse imaginer à quel point sa maison était belle. Une très belle maison où Dean organisait des fêtes somptueuses. Dean faisait partie des grands fêtards de New York. Il se croyait toujours obligé de se mettre en spectacle. Dans le monde de Dean Faiello, glamour, beauté et statut social vont de pair. C'est un milieu superficiel où l'apparence règne et chaque imperfection est corrigée. Mais Dean a un problème qu'aucun laser ne peut rectifier, son nez, qu'il ne peut remplir assez vite. Dean avait un très gros problème de drogue. Il prenait beaucoup de cocaïne. L'une de ses drogues préférées était une drogue sur ordonnance, c'est-à-dire une substance réglementée. Dean se drogue avec un spray nasal contenant un principe actif 5 fois plus puissant que la morphine. Pour s'en procurer, il vole des ordonnances à son ancien employeur. Les premières ordonnances qu'il a volées étaient vierges, mais ensuite il en a eu qui étaient déjà signées. Il ne lui restait plus qu'à indiquer la drogue qu'il voulait. Dean Faiello dépense tous ses gains pour acheter de la drogue et il emprunte des milliers de dollars à son petit ami dévoué, Greg. Sa vie est axée sur le plaisir et échappe à tout contrôle. Dean ne vivait que pour l'instant présent. C'est une philosophie qui peut être admirable, sauf si vous la menez à l'extrême. Rien ne pouvait se mettre en travers de ce qu'il voulait. Il se fichait des conséquences. Mais à force de tenter le diable et de jouer avec le feu, on finit par se brûler les ailes. Et en octobre 1998, l'ancien employeur à qui il volait les ordonnances avertit la police. Dean Faiello est condamné à 3 ans de prison avec sursis et doit passer 6 mois dans un centre de réhabilitation. En plus de ses démêlés avec la justice et de ses problèmes de drogue, Dean accumule les dettes et doit de plus en plus d'argent à son amant Greg. Greg a avancé beaucoup d'argent lorsque Dean a eu ses problèmes avec la justice et que ses factures juridiques ont commencé à s'accumuler. Je me souviens d'avoir entendu Greg dire que Dean lui devait quelque chose comme 80 000 $. Comment c'était? Oui? Bien, on va en faire 4 de plus, d'accord? Dean a de la chance. Son centre laser est en plein essor et sa clientèle est fidèle. En revanche, ce qu'il ignore, c'est qu'il est surveillé. 2 agences ont commencé à se renseigner sur Dean. Elles ont même envoyé des agents en les faisant passer pour des clients. 2 journalistes d'investigation ont décidé d'enquêter de leur côté pour voir ce qu'ils pouvaient dénicher. En 2002, le bureau du procureur général, le New York Post et les chaînes de télévision locales sont tous campés devant le centre laser de Dean Faiello. Comment se fait-il que Dean attire autant la curiosité? S'agit-il juste d'une histoire de drogue ou y a-t-il autre chose? Quel terrible secret Dean Faiello peut-il cacher? Et le type lui a dit « Emmenez cette femme aux urgences immédiatement. Elle doit y aller. » Nous sommes à New York en 2002, au commencement d'un nouveau siècle et à la frontière de la perfection esthétique. Tandis que le monde vieillit chaque jour, le temps s'est arrêté pour la haute société de Manhattan.
Et pour peu qu'on y mette le prix, le temps peut même revenir en arrière. Les plus grands chirurgiens plastiques remportent un franc succès et sont traités comme des dieux. Et Dean Faiello compte bien se tailler une part de ce beau gâteau. Je sais de source sûre qu'il affirmait à ses patients être un médecin. Il se présentait en disant « Docteur Faiello ». L'autoproclamé docteur Dean Faiello prétendait que son laser pouvait traiter presque tous les problèmes cutanés. Bien, super. Mais les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes de ses clients. J'ai commencé à recevoir un certain nombre de ces patients. Ils venaient pour obtenir un deuxième avis médical à la suite de complications survenues après ces traitements. Je voyais une cicatrisation excessive. Les cicatrices étaient parfois inesthétiques et souvent douloureuses. Le docteur Roy Geronemus est un dermatologue réputé de Manhattan. Il commence à avoir des soupçons car aucun médecin ne pourrait autant bâcler de telles procédures. Ça commençait à devenir réellement inquiétant et j'ai entrepris des recherches pour savoir qui il était. J'ai appelé l'État de New York, j'ai cherché sur Internet pour savoir s'il était bien médecin, d'où il venait, or je n'ai trouvé son nom nulle part. J'ai découvert qu'il n'avait aucune qualification. Il n'avait pas le droit d'exercer à New York. Il n'était pas médecin, c'était un imposteur. Et pourtant, Dean Faiello diagnostique des maladies tous les jours. Il anesthésie des patients et se fait appeler docteur. En 2002, il est condamné pour pratique illégale de la médecine. Il paye son avocat 7 500 $ et en verse 5 000 autres pour sa caution. C'est encore une fois son petit ami Greg qui paye les factures. On serait en droit de penser qu'il a retenu la leçon, qu'il a conscience qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire sans en payer le prix. Eh bien non, Dean n'a rien compris. Il avait besoin d'argent pour ses drogues et la seule façon de se faire beaucoup d'argent pour payer ses factures et s'acheter de la drogue, c'était de continuer à pratiquer la médecine, ce qu'il a continué à faire. Dean doit plus d'1 demi-million de dollars, mais cela ne l'empêche pas de proposer une grosse somme d'argent pour louer l'appartement d'un vieil ami à Manhattan où il monte une clinique de fortune au début de l'année 2003. L'une de ses clientes est une jeune banquière d'affaires, appelée Maria Cruz. Maria Cruz était une jeune femme étonnante, volontaire, ambitieuse et déterminée. Elle est née aux Philippines, mais elle voulait vivre à New York. Parce que c'est là que la finance bouge et influence le reste du monde. À cette époque-là, Maria travaillait pour Barclays Capital en tant qu'analyste de crédit, avec un salaire à 6 chiffres. Une fiche de paye impressionnante. Et pourtant, elle choisit de vivre dans un petit appartement dans le Upper West Side. C'était une femme généreuse. Quand sa famille des Philippines est venue lui rendre visite, elle a dépensé une fortune en visites, en restaurants, sorties et spectacles. Maria a 35 ans, mais on lui en donne 10 de moins. De quelle chirurgie esthétique peut-elle bien avoir besoin? Maria avait un problème avec une excroissance sur sa langue, appelée langue noire pileuse. Le traitement est ennuyeux et un peu douloureux parce qu'il faut gratter la langue. Elle s'est donc renseignée sur Internet pour essayer de trouver une meilleure façon d'éradiquer son problème. C'est comme ça qu'elle a trouvé Dean Faiello. Dans cette fourmilière que représente la grosse pomme, 2 vies sont sur le point d'interagir comme tant d'autres chaque jour. Cette rencontre est placée sous de mauvais augures. Mais personne ne s'en rend compte, et surtout pas Maria Cruz. Dean lui a dit « Ouvrez grand. »« Je peux vous en débarrasser au laser. » Bien, merci. C'est une procédure très simple, d'accord? Ok, Et il lui a dit « Ça ne fera pas mal. Vous allez essayer de vous détendre. » d'accord. Elle a cru ce qu'il lui a dit. Elle n'a pas mis en doute ce qu'il lui disait. Bien, c'est très simple. Je vois ça tout le temps. Attirée par le sourire meurtrier de Dean Faiello, Maria met sa vie entre ses mains. D'accord? D'accord. Bien, détendez-vous.
Un mois plus tard, la maison que Dean aime tant est sur le marché. Une odeur étrange flotte autour de la maison qui a besoin de quelques réparations de nature esthétique. Le petit ami de Dean, Greg, passe pour donner un coup de main. Greg s'est dirigé vers la remise à calèche où il trouve Dean en train d'étaler du béton. Salut Dean, qu'est-ce que tu fais? Tu veux bien partir? Dean l'a renvoyé. Va-t'en! Greg a trouvé ça bizarre, mais il n'a compris que bien plus tard à quel point ça l'était. Après avoir vendu la maison, Greg et Dean décident de se séparer. Et Dean entend bien profiter de sa liberté retrouvée. En septembre 2003, il s'envole au Costa Rica. Il est allé dans un très bel hôtel et a demandé la plus belle chambre. Dean devait toujours avoir ce qu'il y a de mieux. Dean mène la belle vie dans une suite à 500 $ la nuit. Il dépense la fortune qu'il a obtenue en vendant la maison. Mais pour la famille de Maria Cruz, le temps n'est pas aux réjouissances. Elle a disparu. Personne ne l'a vue depuis avril, lorsqu'elle s'est rendue à son rendez-vous à la clinique de Dean Faiello. C'est terrible de ne pas savoir ce qui est arrivé à une personne que l'on aime. Lorsque vous savez ce qui s'est passé, vous pouvez essayer de l'accepter. Mais ne rien savoir est une véritable souffrance et une torture. Automne 2003. La police de New York recherche Maria Cruz depuis 6 mois, lorsque les enquêteurs obtiennent enfin leur première piste importante. J'ai reçu un appel de Joe Della Rocca d'un commissariat un peu plus au nord du centre-ville. Il m'a dit qu'il recherchait une personne disparue, une certaine Maria Cruz. Brian Ford se souvient de cet appel qu'il a mis sur ce dossier. Il m'a dit, j'ai des emails qu'elle a échangés avec Dean Faiello. Que savez-vous de lui? Je lui ai répondu, je l'ai bouclé 2 fois pour pratique illégale de la médecine. Il m'a demandé, était-il violent? Pas à ma connaissance, lui ai-je répondu, mais on ne peut pas vraiment savoir. Les gens peuvent être tout sucre, tout miel, et puis tout à coup devenir violents. C'est dans la nature humaine. Les emails indiquent que Maria était traitée par Dean Faiello. Il lui a écrit qu'il allait récupérer la lidocaïne et les seringues avant son rendez-vous du 13 avril. La lidocaïne est un peu comme la novocaïne. C'est le genre d'anesthésique que le médecin utilise pour endormir la peau lors d'une procédure dermatologique. C'est en général un anesthésiant assez inoffensif. Il peut s'avérer dangereux si on dépasse la dose. Cela peut entraîner des problèmes cardiaques. Les enquêteurs aimeraient s'entretenir avec Dean Faiello, mais ils ignorent où il est. Ils contactent donc son ancien petit ami. Pendant des années, Greg a soutenu Dean et a tout fait pour le sortir de l'impasse, mais ce temps est révolu. On lui a posé des questions du style « Vous souvenez-vous de choses qui vous ont paru bizarres à l'époque ?» Greg se souvient de cette étrange odeur qui flottait dans la maison quelques semaines avant qu'elle ne soit vendue. Une odeur assez forte. Cela a éveillé notre curiosité. On lui a demandé « Cela sentait comment ?» Il nous a répondu « Je ne sais pas. Ça sentait juste très mauvais. On aurait dit un chat crevé ou une autre charogne. » Ensuite, Greg se souvient de quelque chose d'encore plus inhabituel. Le mystérieux projet de bétonnage de Dean dans le garage. Les enquêteurs en savent suffisamment pour demander un mandat. Le secret derrière la disparition de Maria Cruz est-il enterré quelque part dans la maison de Newark? Pauvre Maria Cruz. Elle se rendait juste chez le médecin. Détendez-vous maintenant. Est-ce que ça ira? Dean ne pensait pas mettre sa vie en danger lorsqu'il a injecté la lidocaïne dans sa langue. Malheureusement, comme il n'était pas médecin, il ignorait les propriétés de ce produit. Et lorsqu'il lui a injecté un peu trop de lidocaïne dans la langue, elle a mal réagi. Elle fait une réaction, elle est en état de choc. Qu'a-t-elle reçu? De la lidocaïne. En quelle quantité? Je ne sais pas. Il a appelé un urgentiste et le type lui a dit « Emmenez cette femme aux urgences immédiatement. » D'accord, aux urgences.
Mais Dean n'y est pas allé. Et Maria Cruz est morte sur la table. Et le pire, c'est que Dean a ensuite pris son corps, qui ne pesait que 41 kilos, et l'a engouffré dans une valise. Il a mis la valise dans sa voiture et a ramené le corps de Maria Cruz dans sa demeure victorienne de Newark. Le 18 janvier 2004, la police casse le sol du garage de Dean Faiello. Dès que nous avons cassé la dalle de ciment, la puanteur nous a assaillis. Et nous savions que nous l'avions trouvé. C'était d'autant plus triste que c'était un acte inutile. Le rêve américain qui avait conduit Maria Cruz sur les côtes américaines est mort avec elle. C'est ce que j'appellerais un meurtre accidentel. Ça peut donner l'impression que c'est un meurtre moins grave, mais ce n'est pas le cas. Derrière cet accident, il y avait le narcissisme de Dean. C'est ce qui l'a mis dans cette situation. Et c'est ce qui l'a poussé à jouer avec la vie de cette femme. Il a perdu ce pari et elle est morte sur cette table d'opération parce qu'il ne voulait pas demander de l'aide et avoir des ennuis ensuite. D'après Diane Fanning, Dean Faiello considérait que sa liberté était plus précieuse que la vie de Maria Cruz. Dean Faiello choisissait toujours la voie de la facilité. C'était bien plus facile de pratiquer la médecine sans diplôme que d'aller à la fac et d'en obtenir un. C'était bien plus facile de parier sur le fait que Maria Cruz allait se remettre de ses convulsions que de l'emmener aux urgences. Il savait qu'à l'hôpital, il aurait été identifié et il aurait eu des problèmes parce que l'une des conditions de sa peine avec sursis était qu'il ne devait plus pratiquer la médecine, où que ce soit, ni sur qui que ce soit. Les enquêteurs n'ont aucun mal à traquer la villa où Dean s'est réfugié au Costa Rica. Il se sert de sa carte bancaire, il se fait passer pour un médecin de New York et il donne de somptueuses fêtes. Lorsque la police vient l'arrêter en février 2004, il est en train de boire une bière dans sa piscine. Un comportement qui ne cadre pas vraiment avec l'image d'un homme rongé par le remords. Dean Faiello passe 15 mois en prison dans une cellule de Costa Rica avant d'être extradé à New York. Le 16 octobre 2005, il plaide coupable pour agression au premier degré et est condamné à 20 ans de prison sans possibilité de liberté sur parole avant 2022. Dean voyait les gens comme un moyen de gagner de l'argent. Les mettre en danger ne lui posait aucun problème. En fait, il n'y pensait même pas. Il le faisait et se disait que tout irait bien. Dean Faiello était dangereux parce qu'il n'avait aucune limite. Il ne pensait qu'à obtenir ce qu'il voulait, sans se préoccuper des conséquences. Sydney, en Australie. Une ville prospère donnant sur un port où l'économie est si dynamique que la réussite semble à la portée de tous. Parmi les nombreux immigrés qui commencent une nouvelle vie dans ce pays, beaucoup espèrent bâtir une fortune familiale. Tous ne réaliseront pas leur ambition et certains rêves seront même anéantis en quelques instants. Urgence de la police. Quelqu'un a tiré sur mes parents. Venez vite. Quelqu'un a tiré sur mes parents. Ils saignent, ils sont sur le sol, ils ne bougent plus. Ils ont tous les deux été touchés? Je ne sais pas. Il y a du sang sur le sol, partout. Oh mon Dieu.
Regardez vers moi. Prêt? Oui, c'est bien. Teddy Gonzalez, sa femme Loiva et leurs 2 enfants, Seth et Claudine, quittent les Philippines en 1991 pour s'installer en Australie. Ils ont saisi une opportunité et la chance d'un nouveau départ. Ils ont emménagé à Sydney. Regardez vers moi. La famille Gonzalez a besoin d'un nouveau départ. Un an auparavant, Baguio, leur ville natale, a été dévastée par une catastrophe naturelle. Un tremblement de terre qui a détruit l'entreprise familiale, un grand hôtel appelé le Queen Victoria. La famille s'en est sortie indemne, à l'exception de Seth, Au secours! qui avait 9 ans à l'époque. Au secours! Une poutre est tombée et a immobilisé sa jambe. Sa jambe était grièvement blessée. Au secours! Teddy part héroïquement porter secours à son fils. Au secours! Seth était enfoui sous les décombres et Teddy a dû ramper et se frayer un chemin au travers des débris pour lui venir en aide. Cette expérience a forgé un lien unique entre le père et le fils. Cela l'a forcément beaucoup marqué. Et Seth espère bien évidemment que ce lien ne fera que se renforcer au cours des années à venir. Il rêve qu'un jour il possédera un grand bateau et qu'avec son père et son fils, ils iront pêcher tous les 3. Mais ce jour ne viendra jamais. Teddy Gonzalez est avocat. Il ouvre un bureau à Sydney. Au fur et à mesure que les affaires se développent, la famille grimpe les échelons sociaux et s'achète une maison dans la banlieue chic de Sydney, au nord de la ville. Ils aimaient le luxe, les nouvelles voitures. Loiva adorait les bijoux et Teddy la couvrait de cadeaux. Les enfants aussi. Seth avait une voiture. Teddy et Loiva donnaient bien plus à leurs enfants que ce qu'ils avaient reçu dans leur propre enfance. Les 2 enfants ne manquaient pas de choix en matière de bonnes écoles et d'universités. Et leurs parents tenaient à leur donner une bonne éducation. Pour l'inspecteur Mike Sheehy, c'est l'exemple classique d'une famille d'immigrants essayant de bâtir une fortune pour la génération suivante. C'étaient des gens axés sur la famille. Leur principal souci était de donner à leurs enfants une bonne éducation pour qu'ils aient un bon travail ensuite. Seth suit les traces de son père et étudie le droit à la fac. Ses parents ont beaucoup d'espoir en lui. Tu t'en sors de tes devoirs? Il compte sur lui pour reprendre l'entreprise familiale. Tu as besoin d'aide? Non. Je pense qu'il y avait beaucoup de pression, et pas seulement sur Seth, sur Claudine aussi. Les parents avaient probablement de bonnes intentions parce qu'ils voulaient qu'il soit indépendant financièrement et capable de s'en sortir seul. Le 9 juillet 2001, le jour de l'anniversaire de Claudine, la famille sort dîner en ville pour fêter ses 18 ans. Ils sont allés dans un restaurant japonais en ville. Ils ont passé une très bonne soirée. Tout allait bien. La famille était très heureuse ce soir-là. Mais le lendemain, la vie heureuse, paisible et confortable des Gonzalez va être détruite par un acte d'une incroyable violence, nourrie de haine et d'ambition. Urgence de la police. J'ai vu un homme couché sur le dos et il y avait du sang partout sur lui, du sang partout sur le sol. Le 10 juillet 2001, dans une banlieue aisée de Sydney, en Australie. Claudine Gonzalez étudie seule dans la maison familiale. Il est 16h30, le lendemain du jour de ses 18 ans. Et elle ne sait pas que ce sera son dernier jour. Elle est la première personne à être tuée. Elle a reçu un coup violent sur la tête. Une heure plus tard, Loiva rentre chez elle. Loiva, la mère, avait quitté son lieu de travail pour aller faire quelques courses. Claudine? Elle est rentrée approximativement 1 heure après l'assassinat de Claudine. Et ensuite, vers 19h, c'est au tour de Teddy de rentrer à la maison.
Hello? Hello? Y a quelqu'un? À minuit, Seth rentre chez lui. Papa? Non! Papa! Un voisin entend ses cris et se précipite pour l'aider À l'aide! Quelqu'un a tué mon père! et appeler la police. Quelqu'un a tué mon père! À l'aide! Urgence de la police. Que s'est-il passé? J'ai vu un homme couché sur le dos. Et il y avait du sang partout sur lui. Du sang partout sur le sol. Seth dira plus tard à la police qu'il est rentré à la maison et a trouvé sa famille assassinée. Lorsqu'il appelle la police, il a l'air bouleversé. Que se passe-t-il? Venez vite! Quelqu'un a tué ma famille! Calmez-vous, s'il vous plaît. Quelqu'un a tué ma famille! Monsieur, où êtes-vous? Ils sont par terre, ils ne respirent plus! Qu'est-ce que je dois faire? Mike Sheehy est le premier inspecteur de la police criminelle à arriver sur les lieux. On m'avait informé que Seth Gonzalez avait découvert les corps. Il nous a également dit qu'il avait chassé un ou plusieurs intrus de la maison. Le temps que les policiers arrivent, les agresseurs supposés ont pris la fuite. Ce qu'ils découvrent à l'intérieur de la maison est digne d'un film d'horreur. Ils sont tous morts de multiples coups de couteau, plus de 20 coups chacun. Il manquait 2 couteaux dans le bloc de couteaux de la cuisine. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuit, les enquêteurs remarquent quelque chose d'étrange. Nous avons relevé la température des corps afin d'établir l'heure du décès de chaque victime. Or, il a tout de suite été évident que chacune d'elles avait été tuée à une heure différente. Ils en ont tiré la conclusion que les crimes avaient été planifiés et que le tueur se sentait à l'aise dans la maison, puisqu'il était resté à attendre entre chaque meurtre. D'abord celui de Claudine, puis Loïva, et enfin Teddy. Qui avait si désespérément besoin de tuer cette famille pour être prêt à les attendre pendant plusieurs heures et les tuer un par un? Dans l'une des chambres, le tueur laisse ce qui pourrait être un indice de son mobile. Il y avait des graffitis sur l'un des murs près de la cuisine, faits avec une bombe de peinture bleue qui donnait l'impression que c'était un crime raciste. Le graffiti raciste est-il un message d'avertissement à Seth, le seul survivant? Ceci est un entretien filmé entre l'agent de police Sheehy et Seth Gonzalez. Au cours des semaines suivantes, les enquêteurs organisent plusieurs entretiens approfondis avec Seth. Je m'appelle Seth Gonzalez. Les enquêteurs tentent de savoir si sa famille avait des ennemis. Nos premières recherches se concentraient essentiellement sur les relations professionnelles de Teddy Gonzalez. En tant qu'avocat, il était possible qu'il se soit fait des ennemis. Seth accepte de se prêter à une reconstitution des événements survenus la nuit où il a découvert les corps. Dans le couloir, Seth raconte comment il a découvert le corps de son père. Je suis allé vers lui, je me suis agenouillé et ensuite j'ai crié le nom de mon père. J'ai crié papa. Je tenais sa tête et j'essayais de le réveiller. Mais Seth ne peut sauver son père. Je crois que je me souviens d'avoir vu que les yeux de mon père étaient à moitié ouverts et je les ai fermés. Je suis retombé sur le sol. Pour les médias et les policiers s'occupant de l'enquête, le sang-froid de Seth est impressionnant. Il se soumet aux questions de la police, fait face aux conférences de presse et écrit l'éloge funèbre de sa famille aux funérailles. Seth, le jeune homme de 20 ans qui a découvert les corps, vient de rendre un hommage émouvant à son père. Non content d'être mon héros et mon modèle, c'était aussi mon mentor.
Beaucoup de personnes présentes sont émues par cet hommage sincère. Ensuite, Seth ferme les yeux, s'éclaircit la gorge et chante doucement une version a cappella de One Sweet Day de Mariah Carey et Boyz II Men. L'assemblée ressent alors une émotion complètement différente. On aurait pu entendre une mouche voler. Je ne pense pas que chanter soit inhabituel en soi, à un enterrement. Mais dans ce contexte, et en tant qu'unique survivant d'une famille sauvagement assassinée, je pense que les gens se sont demandé « Comment peut-il chanter ?» Dire que c'était inhabituel serait un euphémisme. Je n'avais encore jamais vu ça, et plusieurs membres de la famille étaient surpris. Dans les mois qui suivent, l'empressement avec lequel Seth souhaite prendre possession des biens de sa famille en étonne également plus d'un. Il a très vite vendu les bijoux de sa mère et les voitures. Il a envoyé des lettres à sa famille aux Philippines pour avoir accès aux biens restés là-bas. Il essayait de mettre la main sur tout ce qu'il pouvait. Un membre de la famille de Seth a jusque-là gardé un secret qui pèse lourd sur ses épaules. C'est la tante de Seth, et ce qu'elle raconte à la police change le cours de l'enquête. Le jour du meurtre, elle est venue rendre visite aux Gonzalez. Et elle a vu la voiture de Seth devant le garage. Les enquêteurs commencent à se demander si les larmes de Seth étaient bien réelles. Mentir était une seconde nature. À Sydney, en Australie, une riche famille asiatique est victime d'un meurtre particulièrement sauvage et odieux. Le père, la mère et la fille reçoivent chacun plus de 20 coups de couteau. Est-ce un crime raciste ou un acte encore plus sinistre? Quelqu'un a tiré sur mes parents. Ils saignent, ils sont par terre. Dans quelle banlieue êtes-vous? Ils ne respirent plus. Qu'est-ce que je dois faire? Dans quelle banlieue êtes-vous? Northride. Northride. Le 10 juillet 2001, un jeune homme de 20 ans, Seth Gonzalez, est le seul survivant du massacre de sa famille dans une banlieue aisée de Sydney. Seth affirme avoir découvert les corps de sa famille en arrivant et avoir pourchassé l'agresseur. Mais la tante de Seth révèle à la police que la voiture de Seth était sur les lieux du crime au moment où les meurtres ont eu lieu. Au fur et à mesure que la police dénoue les fils d'un tissu de mensonges, ses soupçons se portent sur Seth. Mentir était une seconde nature. C'était un menteur invétéré. Il racontait à qui voulait l'entendre qu'il avait un gros contrat avec une entreprise de cosmétiques ou bien qu'il était entraîneur personnel. Je pense qu'il voulait surtout être célèbre. Il voulait entrer dans le monde de la musique. Il a organisé quelques soirées dans des boîtes de nuit. C'est à ça qu'il se destinait, et non à une carrière de médecin ou d'avocat, comme le voulait sa famille. Quoi? Tu fais quoi là? Je travaille. Seth ne réussissait pas ses études aussi bien que ses parents l'auraient voulu. Et cela générait beaucoup de tensions au sein de la famille. Il y avait également une certaine compétition entre le frère et la sœur. Claudine avait de très bonnes notes à l'école. Elle éclipsait son frère qui n'appréciait pas ça du tout. Peu de temps avant les meurtres, les parents de Seth le préviennent que s'il n'améliore pas ses notes, ils lui supprimeront son argent de poche et confisqueront sa voiture. La plupart des jeunes dans sa position décideraient soit d'étudier davantage, soit de prendre le premier bus. Mais pour Seth, qui considérait sa vie privilégiée comme un dû, aucune de ces deux options n'était envisageable. Pourquoi faire des efforts quand on peut faire semblant? Il falsifiait ses relevés de notes de l'université pour être à la hauteur des attentes de ses parents.
En réalité, Seth a échoué à ses examens et risque d'être expulsé. Une mauvaise nouvelle que ses parents n'auraient pas tardé à apprendre s'il n'avait pas été assassiné. Ses notes devaient arriver incessamment sous peu par la poste. Ce n'était qu'une question de jours avant que ses parents ne découvrent la vérité. La journaliste Cara Lawrence a rencontré Seth Gonzalez et l'a trouvé très énigmatique. Il était très poli et très doux. Il était du genre à tirer la chaise pour vous. Il était très galant. Et lorsqu'il parlait, il faisait très attention à tout ce qu'il disait. Il pesait chaque mot. Je voyais son esprit travailler et ses yeux étaient très difficiles à lire. Il n'avait pas vraiment d'expression reconnaissable. Êtes-vous sérieux? Oui, Vous comprenez? oui. 6 mois après les faits, la police informe Seth que sa voiture a été vue sur le lieu du crime à l'heure où il a été connu. Saviez-vous qu'elle devait passer à ce moment-là? Je ne savais pas, je viens de l'apprendre. Lors d'un autre entretien, Seth admet être rentré chez lui et s'être garé, mais juste pour quelques minutes, et qu'ensuite, il est allé retrouver un ami. D'après lui, sa voiture n'est restée devant le garage que très peu de temps. Il dit qu'il était assis dans sa voiture et qu'il a passé quelques coups de téléphone avant de s'en aller. Mais sa tante a regardé dans la voiture et Seth n'était pas à l'intérieur. Elle a été très claire sur le fait que Seth n'était pas dans la voiture à ce moment-là. Le mensonge de Seth est découvert. Le lendemain, il avoue avoir un secret à confesser. Il nous a donné une nouvelle version de ses faits et gestes. Il a pris un taxi près de chez lui pour aller à Chatswood, où il aurait vu une prostituée. Ensuite, il est rentré chez lui, a repris sa voiture et est parti voir un ami. Seth a été éduqué selon des principes catholiques très stricts, et il prétend avoir menti par honte d'être allé dans une maison close. Plus tard, il apportera la preuve de son véritable alibi. Il est allé voir un chauffeur de taxi pour lui demander de lui écrire un mot. Et le chauffeur de taxi lui a effectivement écrit un mot où il a déclaré être allé le prendre ce soir-là. Les policiers chargés de surveiller Seth après les meurtres confirment que Seth se rend régulièrement chez une prostituée, mais la police continue à chercher. Le chauffeur de taxi nous a avoué que c'était une fausse déclaration. La femme qui travaillait dans la maison close à l'époque était absente la semaine où Seth prétend être allé la voir. Les soupçons pèsent de plus en plus lourd sur Seth, mais la police n'a aucune preuve le liant au crime pour l'arrêter. Jusqu'à ce que la police scientifique donne les résultats de l'analyse des vêtements que Seth portait ce soir-là. Seth n'a jamais déclaré avoir vu le graffiti sur le mur. Et pourtant, l'analyse de ses vêtements a montré une petite goutte de peinture bleue sur une manche. Et cette goutte de peinture était la même que celle sur le mur. La police tient enfin le meurtrier. L'agresseur mystérieux n'est autre que Seth. Quelqu'un a tiré sur mes parents. Ils saignent. Ils sont par terre. Tout ce que Seth a pu dire n'était que mensonge. La reconstitution à laquelle il s'est livré avec la police n'était elle aussi qu'un tissu de mensonges. Je me souviens d'avoir vu mon père avec les yeux mi-clos. Y a quelqu'un? Et je lui ai fermé les yeux. Je suis allé voir ma mère. Claudine? Son corps était dans une position bizarre. J'ai couru dans la chambre de ma sœur. Écoute-moi!
En juin 2002, Seth est inculpé du meurtre de sa sœur, de sa mère et de son père. Ce père qui a sauvé la vie de Seth quand il avait 9 ans. On ne peut que se demander ce qui a pu pousser ce garçon au visage encore enfantin à commettre de tels actes. La cupidité y est certainement pour quelque chose, mais je pense aussi que Seth espérait en retirer une certaine liberté. Il avait convaincu ses amis qu'il était très riche. Il se faisait passer pour un mannequin avec des contrats à l'étranger, pour un médecin ou un avocat. Sa famille l'empêchait de renvoyer l'image qu'il voulait et d'accéder à un héritage qu'il estimait lui appartenir. Sur l'ordinateur de Seth, la police découvre qu'il avait effectué des recherches sur les différentes façons de tuer sa famille quelques semaines avant qu'elle ne soit tuée. Ils ont découvert que Seth avait, pendant quelque temps, essayé à plusieurs reprises de s'informer sur la façon de tuer quelqu'un. Il a même tenté de se procurer sur Internet des graines empoisonnées qu'il suffit de donner à manger à quelqu'un pour le tuer. Seth a tout d'abord prétendu que c'était son père qui avait fait ces recherches parce qu'il voulait mettre des plantes à l'arrière du jardin et qu'il voulait éviter de planter des graines empoisonnées. Le procès de Seth débute en avril 2004. Il est reconnu coupable des 3 meurtres et est 3 fois condamné à la prison à vie sans possibilité de liberté sur parole. Il continue de clamer son innocence. Je pense que Seth n'admettra jamais son rôle dans ce crime. Il se considère comme une victime. Il délire. La règle d'or de la célébrité et de la fortune est de ne jamais croire ses propres mensonges. C'est une leçon que Seth Gonzalez et Dean Faiello auraient mieux fait d'apprendre. Seth Gonzalez a massacré sa famille pour garder sa voiture et poursuivre ses fantasmes de richesse. Dean Faiello a joué au docteur jusqu'à ce qu'une mort gâche la fête. Ils mentaient et dissimulaient leur cupidité derrière un sourire meurtrier. À bientôt dans Petit meurtre entre riches. C'était Christopher Mason.